Nouvelle édition sur Africa Télévision. Merci de nous suivre. Bienvenue. Tout de suite, le sommaire. La propagation du virus Ebola n'en finit plus d'affoler à travers le monde. Les aides se multiplient en faveur de pays touchés, notamment en Sierra Leone, où 5 nouvelles personnes seraient contaminées toutes les heures, selon l'ONG Save the Children. Et cette situation toujours tendue à Hong Kong où l'exécutif local et les manifestants s'y font face depuis une dizaine de jours. Néanmoins, des pistes de sortie de crise se dessinent. Les étudiants ont accepté la proposition de dialogue du gouverneur dont ils réclament la démission. Tout d'abord, le Mali, où les autorités ont procédé hier jeudi à la pose de la première pierre d'un centre d'ophtalmologie pédiatrique à l'intérieur du CHU Iota. Ce bâtiment, qui sera réalisé à un coût total de 550 millions de francs CFA, verra le jour après 8 mois de travaux. Aminata Mariko et Moussa Bari. Pour la prise en charge des maladies cécitantes de l'enfant dont le nombre de consultations ne cesse d'augmenter au Mali, les autorités s'emploient à étendre les centres hospitaliers de prise en charge, d'où la construction prochaine d'un centre d'ophtalmopédiatrie au CHU Iota. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi consiste en la pose de la première pierre d'une infrastructure inédite pour le renforcement de nos capacités dans la lutte contre la cécité. Il s'agit d'un centre d'ophtalmologie pédiatrique. Une manifestation éloquente de l'esprit de solidarité qui nous caractérise ici au Mali. En effet, ce levier, le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord l'a actionné en acceptant le financement du bloc d'ophtalmologie pédiatrique au profit du CHU Iota. Selon les statistiques, en Afrique subsaharienne, un enfant perd la vue chaque minute. Ceci interpelle la conscience humaine et mérite que des actions soient engagées pour renverser la tendance, estime le ministre malien de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord. La politique nationale de protection sociale prônée par le président de la République vise d'une manière générale à construire progressivement un système de protection pour l'ensemble des populations et tout particulièrement pour les enfants. L'ophtalmologie pédiatrique dans l'enceinte de votre structure, dans un contexte de solidarité, est un symbole qui très fortement montre l'attention de notre pays pour son avenir, l'attention de notre pays pour ceux qui vont porter cet avenir. Après avoir posé la première pierre, le président de la République du Mali estime que cette réalisation répondra aux préoccupations du monde infantile. Pour nos enfants, et il était temps que nous ayons une unité à vocation d'ophtalmopédiatrie. Vous savez, quand on vient à l'Iota, on voit des files de patients. Dans ces files, il y a souvent des jeunes, des enfants, des jeunes en bas âge. Et ceux-là ont besoin d'un traitement particulier, en un lieu qui leur soit entièrement dédié. C'est le propos de ce centre qui va être Inch'Allah, inauguré dans 8 mois. C'est ce qu'on nous a dit comme délai. Et c'est une initiative heureuse du ministère de la Solidarité, de l'Humanitaire et de la Reconstruction du Nord, qui a pensé à joindre les efforts nationaux du budget national à un effort également de la CANAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, et ce qui en est sorti, ce qui va en sortir, sera particulièrement heureux pour non seulement le Mali, la sous-région et l'Afrique. Il y a donc là quelque chose de très significatif aujourd'hui. Ce bâtiment à 2 niveaux sera réalisé à un coût total de 550 millions CFA, financé par le ministère de la Solidarité sur 2 ans. Il sera composé d'un bloc chirurgical, de blocs administratifs, des bureaux, entre autres. Restons au Mali. L'Organisation internationale de la francophonie organise un séminaire de 2 jours de formation à l'intention des organisations de la société civile malienne. L'objectif est de renforcer les capacités de la société civile malienne en communication, en matière de communication, de plaidoyer et de recherche de financement. Plus de détails avec Fatoumata Togola et Moussa Bari sous le commentaire de Sori Kaba Djakite.
Ce séminaire est la deuxième phase de l'initiative pilote de la dernière rencontre du comité de suivi de la 9e conférence des organisations internationales non gouvernementales de la francophonie. Il vise à approfondir les connaissances générales et techniques des organisations de la société civile en matière de communication et de plaidoyer en vue d'intervenir efficacement dans les processus de gouvernance. Nous avons fait une réunion il y a quelques mois pour définir les besoins en renforcement de capacité de la société civile. Et de cette réunion sont ressortis des thèmes privilégiés qui sont la communication. Il y a des difficultés pour communiquer pour la société civile, pour mobiliser l'ensemble des citoyens aux thèses de la société civile. Il y a également des difficultés pour construire des plaidoyers qui soient entendus par la population et par les autorités. Pour la première fois cette année, la conférence des organisations internationales non gouvernementales s'est élargie à des représentants des réseaux thématiques de la société civile partenaire, de l'Organisation internationale de la francophonie, à des ONG de pays en crise, en sortie de crise ou en transition, en particulier le Mali. Le Mali est en train de sortir d'une crise. Le Mali a ratifié beaucoup de textes nationaux et internationaux. Donc la société civile doit veiller sur la mise en œuvre de tous ces textes. Donc une fois que nous sommes renforcés en communication, en plaidoyer et que nous sachons comment mobiliser les ressources financières nécessaires pour ces activités, nous pourrons agir. Pendant ces 2 jours de formation, plusieurs thèmes seront débattus en termes de contribution des acteurs non gouvernementaux dans les processus de sortie de crise, en plus de concourir à créer un environnement favorable à la participation citoyenne au Mali. Le parti GPT Guinée pour tous veut des jeunes cadres responsables pour l'ensemble des partis politiques. C'est le sens de la formation de 15 jours qu'elle vient d'initier en Guinée-Conakry. Objectif, former les jeunes au respect des valeurs sociétales et à la citoyenneté. Ils sont jeunes et viennent de différentes formations politiques. Ils seront ensemble pendant 15 jours à la formation initiée par l'école des cadres du parti Guinée pour tous. La formation se passe dans un cadre de synergie d'action citoyenne autour de l'histoire de notre pays et des valeurs républicaines. Aujourd'hui, tous les problèmes que nous avons dans ce pays, c'est parce que les jeunes ne sont pas initiés à cette culture politique. Donc, ce qui fait que nous allons tout simplement à la dérive. Mais lorsque les gens sont imprégnés du concept de citoyenneté, il nous permettra de rétablir le tissu social. À cette deuxième journée, la rencontre suscite des échanges sur l'histoire économique de notre pays. Les jeunes leaders des partis politiques sont édifiés sur les causes du retard de l'économie guinéenne. Ce qui est important, c'est la citoyenneté. Nous partageons la même Guinée. Quelles que soient nos obédiences politiques, il est important que la jeunesse qui est l'avenir de cette Guinée apprenne à se parler, à échanger. Pour moi, le citoyen est plus important que le politicien. C'est le socle de la vie sociétale. Ça implique des devoirs, ça implique des droits, mais il faut les connaître pour ne pas mettre en danger l'existence même de cette nation. Les jours à venir, des détails seront apportés au thème « Quelle politique monétaire pour la Guinée ? Autonomie ou intégration ?» Ce programme devra se poursuivre jusqu'au 15 octobre, date d'anniversaire de la création du parti Guinée pour tous. Autre chose à présent, Aboubakar Sheko, le chef de la secte Boko Haram qui sévit au Nigeria, est-il mort ou vivant? L'armée nigériane affirme qu'il a péri dans des combats il y a cela une semaine, mais l'homme vient de réapparaître dans une vidéo. Elle n'apporte pas la preuve que l'individu est en vie. Pour lui, il a été tué ou a réagi l'armée nigériane. Parlons santé à présent avec l'épidémie Ebola, ce virus qui continue de faire des ravages à travers le monde. À ce jour, plus de 3300 personnes sont mortes de cette maladie. Les cris d'alarme se multiplient pour tenter d'apporter un soutien global dans les pays les plus touchés. Qu'est-il assez pour lutter contre Ebola?
Hier au Ghana, le chef de la mission des Nations Unies contre l'épidémie a tiré la sonnette d'alarme. Si rien n'est fait, dit-il, le nombre de personnes infectées, estimé aujourd'hui à 20 000, pourrait passer à 1,4 million d'ici janvier. Et alors, chaque pays dans le monde sera en danger. Un danger très très sérieux, non seulement pour la santé de leur population, mais aussi pour leurs économies, leurs systèmes sociaux, leurs systèmes politiques. Le monde doit agir maintenant. Un tableau dramatique dont les 3 pays touchés d'Afrique de l'Ouest, Sierra Leone, Libéria et Guinée, connaissent déjà un avant-goût. À Freetown, en Sierra Leone, l'économie tourne au ralenti. En raison de la fermeture des routes et de l'arrêt des récoltes, les marchés sont mal approvisionnés et les prix flambent. Depuis Dakar, un pont aérien a été mis en place pour déployer équipes humanitaires et produits médicaux en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée, mais aussi pour répartir l'aide alimentaire. Le PAM en a déjà distribué près de 6 000 tonnes. Une chose que nous voulons éviter par-dessus tout, c'est que cette urgence sanitaire se transforme en urgence alimentaire. Au Libéria, le pays le plus touché avec près de 2000 morts, la représentante des Nations Unies estime que la partie est loin d'être gagnée. Le monde ne fait toujours pas assez. Nous sommes toujours au défi de vaincre cette maladie. Et tant que les nouveaux cas continueront d'augmenter, tant que nous regarderons autour de nous et que nous ne verrons pas de lits disponibles dans les unités de traitement d'Ebola, nous savons que nous n'avons pas encore gagné. Aujourd'hui se tient à Londres une conférence pour récolter de l'aide. Le Royaume-Uni s'est engagé à fournir 150 millions d'euros. Après avoir tardé à répondre, le monde se mobilise enfin contre Ebola. Et l'aide internationale pour tenter de contenir la propagation du virus est en train de se déployer en Sierra Leone, l'un des pays les plus touchés. Des médecins cubains sont arrivés à Freetown. La Grande-Bretagne, quant à elle, s'est engagée à déployer environ 150 millions d'euros, soit 190 millions de francs CFA pour aider le pays. Notez que selon l'ONG Save Children, Ebola contamine 5 personnes toutes les heures. La tension reste vive à Hong Kong, en Chine, ce vendredi, malgré l'accord conclu entre les autorités locales et les étudiants pour ouvrir un dialogue. Pékin a prévenu que les revendications des manifestants étaient vouées à l'échec. Ils menaçaient de durcir leur action si le chef de l'exécutif hongkongais ne démissionnait pas avant jeudi soir. L'ultimatum est passé et les esprits se sont un peu calmés. Les étudiants, très mobilisés dans ce mouvement de contestation généralisée contre la tutelle chinoise, se contentent pour l'instant des annonces faites par Leung Chun-ying. S'il n'a pas l'intention de démissionner, le chef de l'exécutif a accepté de dialoguer et il a chargé la numéro 2 du gouvernement d'assurer cette médiation, une proposition acceptée par une partie des manifestants. Nous devons privilégier le dialogue. On s'est joint aux jeunes et aux étudiants pour que notre mouvement ait davantage de force et pour trouver une solution à cette situation. Mais les tensions sont encore présentes, comme le montrent ces images. L'application du suffrage universel est au cœur de la contestation. Les autorités l'ont promis pour les prochaines élections en 2017, mais Pékin veut avoir son mot à dire dans le choix des candidats, ce que refusent les manifestants. Dans un communiqué, le gouvernement a appelé ceux qui sont rassemblés aux abords du quartier général de la police et du siège de l'exécutif à se disperser pacifiquement. Les forces de l'ordre qui avaient chargé la foule dimanche dernier ont reçu du matériel anti-émeute, faisant craindre un épilogue violent. La porte du dialogue, ouverte par l'exécutif, semble pour l'instant écarter un recours à la force. Voilà, c'est tout pour Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.